Général Christian Baptiste, bonjour. Vous êtes le délégué national de l'Ordre de la Libération. Merci de participer au talk stratégique pour nous parler des Compagnons de la Libération. Les Compagnons de la Libération, on les connaît finalement assez mal. Il y a quelques figures qui se détachent. Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin. Qui sont les Compagnons de la Libération ? Avant tout, ils étaient ceux de la première heure. Rappelons-nous, en juin 40, la France est défaite, la pire catastrophe qu'on a jamais connue dans notre pays. Deux choix, celui du 17 juin au soir, le discours du maréchal Pétain, je fais don de ma personne et l'avenir de la France est dans l'armistice. Deuxième choix, le 18 juin, l'appel du 18 juin, le général de Gaulle qui dit cette guerre est mondiale, une bataille a été perdue, mais la guerre est mondiale, des forces immenses dans l'univers libre n'ont pas joué, un jour l'ennemi sera écrasé, il faut que la France soit à table des vainqueurs. Voilà le choix. Simplement, quand il dit ça, il est à Londres, il est tout seul, pratiquement tout seul. Il vend une sorte d'abstraction à Churchill qui s'appelle la France libre. Et s'il n'avait pas autour de lui quelques personnes, quelques milliers, 3 000, 4 000 sur 40 millions de Français, eh bien Churchill n'aurait pas pu le faire reconnaître par son cabinet. Et voilà. Donc ce sont avant tout ceux de la première heure, ceux du non intransigeant, c'est-à-dire ceux qui, tout de suite, d'emblée, sans réfléchir, prennent le risque de tout quitter, de tout perdre, parce qu'il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. C'est ça les Compagnons de la Libération. Ces compagnons, combien seront-ils au total ? 1000 environ, 1038 personnes, je crois. 1038 personnes. 18 villes, oui. 5 villes ou lieux, Paris, l'île de Sein. Et puis des unités combattantes, 18 unités combattantes. Mais comment sont-ils distingués, identifiés par le général et son entourage ? Alors c'est ceux qui, dès le départ, si vous voulez, de par leur personnalité, de par leur action, sont emblématiques. Vous avez tout de suite des gens qui vont se sortir du lot, des gens qui vont rallier des territoires comme Félix Éboué au Tchad, des gens qui vont être très charismatiques comme Leclerc, comme Étienne de Bois-Lambert. Ce sont des gens qui tout de suite, si vous voulez, montrent la voie. Malraux, Compagnons de la Libération, dira les Compagnons de la Libération, par leur courage, ont eu la chance d'incarner ce que d'autres personnes, n'ayant pas eu moins de courage, ont été aussi. Donc en fait, ils sont des figures de proue de cette France libre et de cette résistance intérieure. Certains sont distingués à titre posthume, certains sont très jeunes, le plus jeune, je crois, avait 14 ans. C'est ça. Vous avez raison. C'est un ordre combattant. Hein. Le général de Gaulle crée le 16 novembre, et on verra pour quelle raison, l'Ordre de la Libération et la Croix de la Libération, et en février 1943, la médaille de la Résistance française, et il confie ces deux distinctions, le travail de chancellerie et l'Ordre de la Libération. Si vous voulez, toutes ces personnes montrent l'exemple et sont emblématiques de ce que le général de Gaulle attend des Français. Le général de Gaulle crée cet ordre, vous l'avez dit, pour distinguer des personnes éminentes par leur action combattante, mais le général de Gaulle a aussi un projet. Quel est, de ce point de vue, ses motivations et l'histoire de la création de l'ordre ? Oui, vous avez raison. Bien évidemment, il veut récompenser les premiers, bien évidemment, il veut inciter d'autres à arriver, mais fondamentalement, la création de l'ordre est un acte exceptionnel qui se prend dans des situations exceptionnelles. Le général de Gaulle, qui est féru d'histoire, sait qu'en 1469, Louis XI, qui voit son territoire et sa légitimité mise en cause par le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne dispose de l'ordre de la Toison d'Or. Eh bien, Louis XI va créer l'ordre de Saint-Michel pour attirer des vassaux, pour combattre. Donc on voit bien que c'est un sujet éminemment régalien que de créer un ordre. Et en fait, le maréchal Pétain a créé l'État français. En juillet, il a reçu le collier de grand maître de la Légion d'honneur. On sait qu'il créera la Francisque par ailleurs. Eh bien, le général de Gaulle, lui, chef de la France libre, le 16 novembre, en terre française, à Brazzaville, capitale de la France libre, va faire deux choses. Il va signer une déclaration organique qui est une sorte de constitution de la France libre, et il va créer un atour régalien qui s'appelle l'Ordre de la Libération. C'est très symbolique. Et en faisant ça ce 16 novembre, il passe en gros d'une aventure personnelle à un mouvement organisé. Et ce mouvement organisé passera vers une préfiguration d'un gouvernement français avec le Comité national de résistance. Donc on voit bien toute l'importance de cette journée du 16 novembre, déclaration organique, Ordre de la Libération.
À la différence de la Légion d'honneur, qui distingue encore aujourd'hui des personnes pour leurs mérites éminents, l'ordre de la Libération est en quelque sorte à numerus clausus, c'est un ordre fermé. Ma question, quelle est la signification aujourd'hui, en 2018, d'une telle institution dans la France d'aujourd'hui ? Alors, la question s'est posée, fermons-nous l'ordre avec le dernier compagnon? La volonté des compagnons et la volonté des autorités de notre pays, c'est que l'exemple de l'engagement des compagnons et des médaillés de la Résistance française doit nourrir la réflexion des citoyens français. Et si vous voulez, le message principal, c'est que nos démocraties sont mortelles. Contrairement à ce que nos citoyens pensent, rien n'est inscrit dans le marbre et sur la durée. Ces démocraties et notre démocratie sont attaquées. Alors évidemment, il n'y a pas de danger dans les années à venir et dans les décennies à venir que de nouveau une armée étrangère occupe notre sol. Mais ce sont nos esprits qui peuvent être envahis par le terrorisme, par les communautarismes, par les égoïsmes, par les zones de non-droit. Et défendre cette démocratie, c'est la défense nationale. Mais cette défense nationale, cet esprit de défense, ce n'est pas uniquement le problème des politiques, ce n'est pas uniquement le problème des corps intermédiaires, ce n'est pas uniquement le problème des corps intermédiaires, c'est essentiellement le problème de chacun d'entre nous, M. Barluet, de vous, de moi. Que voulons-nous, les citoyens, nous défendre? Il faut définir ce que nous voulons défendre. Espérons que ce soit les valeurs démocratiques et la République. Et ensuite, quel est le prix individuel et collectif à payer? Les compagnons de la Libération, tout de suite, ils ont dit non et ils sont lancés dans une aventure où vous avez toutes les chances d'y rester. Voilà, ce qui veut dire que c'est l'engagement pour des valeurs, le non-intransigeant, ce qu'on ne peut pas accepter et ce qu'il faut défendre. Voilà. L'ordre de la Libération, dès maintenant, ça y est devenu une boussole de citoyenneté. Il ne s'agit pas de donner du prêt à penser, mais une capacité à réfléchir sur ce que c'est que le devoir de chaque citoyen. Vous savez qu'une démocratie, c'est un consensus de tous les jours. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Toutes les approches politiques, religieuses, syndicales, philosophiques sont acceptables à condition qu'elles soient défendues démocratiquement. Et c'est votre rôle, Général Baptiste, en tant que délégué national de l'ordre, de diffuser, de faire rayonner les valeurs des compagnons. Comment faites-vous ? Eh bien, nous allons le faire urbi et orbi. Urbi, c'est à Paris, l'Ordre de libération internationale des Invalides. Nous avons ici un musée au sein de la chancellerie qui est un peu notre vaisseau amiral de la pédagogie. Nous recevons plus de 100 000 personnes par an autour de ces sujets. Et puis Orbi, à travers un certain nombre d'initiatives que nous prenons, des partenariats avec des villes, des conférences, des choses comme ça. Je suis délégué national, donc j'ai une compétence nationale pour favoriser, susciter un certain nombre de réflexions. Je vois d'ailleurs lors de mes conférences qu'autour de l'esprit de défense, il y a beaucoup d'inquiétudes de nos concitoyens. Mais je leur dis, que faites-vous à votre niveau, voyez ? Donc, et puis nous allons avoir un nouveau site internet beaucoup plus interactif qui va sortir en début d'année prochaine, qui permettra aussi de faire rayonner ces engagements de manière à ce que chacun réfléchisse sur ce que c'est que sa propre responsabilité dans une communauté de destin. Puis, Général Baptiste, il y a une question qui se pose et qu'on vous pose très fréquemment, j'imagine. Combien de compagnons de la Libération sont aujourd'hui encore vivants et que se passera-t-il lorsque le dernier de ces valeureux personnages disparaîtra? Alors nous avons encore avec nous 5 compagnons de la Libération, le doyen, le professeur Charmeau à 104 ans, puis vous avez Daniel Cordier, Hubert Germain, Pierre Simonet et Edgar Tupé-Thomé, 96-97 ans, qui portent encore vaillamment leur énergie. Et je peux vous dire que s'ils ont été compagnons à 18 ou 20 ans, ils ont aujourd'hui des convictions très fortes et qu'ils continuent à défendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà ce qui s'est passé, si vous voulez, puisque la loi de programmation militaire qui a été promulguée le 13 juillet 2018, a un de ces articles consacré à l'ordre de la Libération, où nous avons changé la gouvernance, le conseil d'administration, de manière à l'élargir, de l'étoffer, de le rendre plus riche, avec plus de personnes permettant de participer à cette gouvernance. Et puis surtout, l'Ordre de la Libération a reçu une nouvelle mission qui a gardé ses missions anciennes, qui était plutôt le conservatoire de l'engagement, de la mémoire, des archives, ainsi de suite. Mais tout cela appliqué maintenant à une nouvelle mission, qui est une mission stratégique, donc il y a une application pratique, c'est faire rayonner l'engagement des compagnons de la Libération et des médailles de la Résistance française afin de développer
l'esprit de défense chez nos concitoyens. On voit bien que c'est maintenant l'esprit de défense. Et le dernier compagnon doit être inhumé au Mont-Valérien. Alors, le dernier compagnon sera inhumé au Mont-Valérien. Nous réfléchissons, avec la présidence de la République, à quelle cérémonie il conviendra de faire. Mais avec le dernier compagnon et avec cette cérémonie nationale, qui sera bien sûr présidée par le président de la République, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est au contraire le début de la montée de l'escalier, car dans 22 ans, il y aura le centenaire de la Deuxième Guerre mondiale, comme nous sommes en train de fermer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et on ne commémore pas pour commémorer. C'est-à-dire que pendant toute cette période, ça va nous permettre de réfléchir à ce que c'est qu'une démocratie, à ce que c'est qu'une république et quels sont les engagements de chacun d'entre nous qui sont nécessaires pour la garder vivante et vaillante. Au mois de septembre, vous avez organisé dans la Grande Cour des Invalides une cérémonie en l'honneur de la DGSE, les services de sécurité extérieure de l'État, popularisé par la série Le Bureau des légendes. Quelle était la signification de cet événement ? Mais écoutez, avec le directeur général de la DGSE, M. Bernard Hémier, nous avons convenu qu'il était intéressant que la DGSE, à un moment où elle s'agrandit, vous savez que la DGSE, face à les menaces actuelles, recrute beaucoup des techniciens de haut niveau dans de différents domaines. Et il s'agissait qu'ils s'approprient finalement l'histoire de ces services secrets. Et ils ont plongé leurs racines au sein du BCRA, Bureau de surveillance de la France libre, service secret de la France libre, une forme d'appropriation pour s'inspirer des valeurs que portaient ces personnages du BCRA. 129 compagnons de la Libération sont issus du BCRA. Et il y a ici, si vous voulez, exactement ce que nous voulons faire au niveau de la nation, c'est-à-dire que ces engagements nourrissent l'action de chacun. Et en particulier, vous savez que vous avez des gens à la DGSE qui ont des missions très spéciales sur le terrain, parfois en clandestin. C'est pour les armer qu'ils se souviennent toujours que c'est pour la République et des valeurs démocratiques qu'ils combattent et que tous ces personnes qui sont recrutées avec des expertises de très haut niveau dans différents domaines, y compris électronique et autres, sachent qu'ils ne sont pas simplement des très grands techniciens, des gens très performants, mais que c'est au service de la République et des valeurs démocratiques qu'ils combattent. Général Baptiste, vous avez eu une carrière opérationnelle, une carrière en état-major, et puis vous avez dirigé le musée de l'armée, vous avez organisé de façon assez spectaculaire de grandes expositions, l'Algérie, l'Indochine et d'autres, qui ont attiré beaucoup de visiteurs. Vous êtes féru d'histoire et désormais vous côtoyez ces compagnons de la Libération, les morts et les vivants. Sur le plan humain, qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces personnages éminents? Écoutez, je crois que les compagnons de la Libération, que j'ai beaucoup fréquentés ces dernières années et que je fréquente encore, je vais prendre une phrase de Pierre Simonet, un de ceux qui sont encore avec nous. Dernièrement, je lui ai demandé, mais monsieur Simonet, vous étiez un élève brillant en mathématiques, préparation mathématiques supérieure au lycée Montaigne de Bordeaux, pourquoi vous avez tout abandonné pour partir vers une aventure qui semblait insensée à l'époque? Il m'a dit, vous savez, mon général, mes parents avaient fait la Première Guerre mondiale et nous avons été élevés, nous les enfants, dans une conscience formidable de la France, dans une conscience formidable de la France. Vous voyez, c'est ça. On n'aime pas la France, vous savez ce que c'est, que le patriotisme, c'est l'amour de son pays, le nationalisme, c'est la haine des autres. Donc eux, c'était l'amour de leur pays. Et s'il n'y avait pas eu les compagnons de libération autour du général le général de Gaulle, qui est le grand maître, eh bien la France serait sortie de l'histoire. Leur engagement a permis à ce que la France soit assise à la table des vainqueurs. Et ce n'est pas par hasard si le général de Gaulle envoie le général Delattre, compagnon de la Libération, à Berlin le 8 mai pour la reddition des Allemands et la fin de la guerre en Europe, et qu'il envoie le 2 septembre sur le croiseur Missouri en baie de Tokyo le général Leclerc, compagnon de la Libération pour la reddition des Japonais et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, ils étaient à la racine, symboliquement, ils ont été à la fin de cette aventure tragique. Ces compagnons, il faut savoir que ces compagnons, 1 sur 3 meurt quand même pendant cette aventure, donc c'est un ordre combattant. Ces compagnons, Hubert Germain, autre survivant qui est encore avec nous, me disait que pour lui, il est persuadé que pour le général de Gaulle, quand il vous nommait compagnon, si vous surviviez à la guerre, vous deviez ensuite, toute votre vie,
être au service de la France. Et c'est vrai que les compagnons vont s'engager dans la politique, une centaine seront députés, une quarantaine seront ministres, certains resteront dans l'armée et seront dans la haute hiérarchie militaire, d'autres iront dans la haute hiérarchie administrative, mais également dans les arts et culture, André Malraux, Romain Gary, mais également des grands capitaines d'industrie, je pense à François Sommer, je pense à Pierre-Louis Dreyfus, Louis Dreyfus armateur de nos jours, Sommer à Libert, et puis un personnage tout à fait étonnant, Roland de la Poyape, qui était pilote de Normandie-Niemen, héros de l'Union soviétique, compagnon de la Libération, Légion d'honneur, qui se lance dans l'industrie avec la même énergie, parce qu'il est un survivant de ce Normandie-Niemen qui combat avec les Russes sur le front de l'Est. Eh bien, il va être l'inventeur de la Citroën Méhari, il va être l'inventeur du Marineland, il va être l'inventeur des nouvelles formes de conditionnement. Vous voyez, ce sont des gens qui, toute leur vie, ont été missionnés par le général de Gaulle pour servir la France, par les armes quand c'est nécessaire, autrement dans une vie plus apaisée. Général Baptiste, merci beaucoup.